Vous êtes content de votre condition d'ouvrier, j'imagine. Ah oui, c'est que les cadences sont déjà trop fortes, les salaires sont pas assez élevés pour ce qu'on travaille. On est des militants syndicaux, je veux dire, c'est rien que ça qu'on a à faire. Ça veut dire que c'est une chose qu'on doit faire, je veux dire. Si ça n'avait pas été de l'appui des femmes, des grévistes et des mères, et de l'appui de la population, qu'on aurait perdu cette grève-là. Pour nous rappeler que quand il n'y a pas de lutte collective victorieuse, quand la solidarité n'est pas à l'ordre du jour, c'est pas l'espoir qui prime, c'est la peur. C'est la peur. Action en direct, c'est une émission qui traite à chaque 2 semaines d'actualité syndicale, de conditions de travail, de culture et d'histoire militante. Notre objectif est de montrer le point de vue des travailleuses et travailleurs et de discuter d'enjeux qui les concernent directement à travers des chroniques et des entrevues. On ne croit pas à la neutralité. Ainsi, on prend le parti des précaires, des sans-emploi, de celles et ceux qui se font couper et qui sont les premières cibles de l'austérité. On souhaite également montrer comment ces gens s'organisent pour plus de justice sociale. Notre émission vise donc aussi à diffuser les initiatives de syndicats et de groupes politiques et à l'occasion de présenter des capsules sur leur histoire. Action en direct est produite par des membres du syndicat industriel des travailleuses et travailleurs, aussi connu sous son nom anglais, l'IWW, pour Industrial Workers of the World. Il s'agit d'un syndicat qui a fait son apparition aux États-Unis en 1905 et qui misait sur la solidarité de classe en organisant ensemble les travailleuses et travailleurs de différents métiers au sein d'une industrie plutôt que par corporation de métiers comme c'était assez courant à l'époque. Pour donner un exemple concret actuel, il s'agirait d'organiser dans un même syndicat les secrétaires, les concierges et les enseignants-enseignantes d'une école plutôt que de manière isolée selon leur métier. Dès sa fondation, le IWW défend des principes révolutionnaires et anticapitalistes et se distingue des autres syndicats en admettant dans ses rangs les femmes, les immigrés et les afro-américaines américains. Aujourd'hui, le IWW ne fonctionne plus exactement sous la même formule de membership. C'est une organisation syndicale progressiste et de solidarité qui fait de la mobilisation sur le terrain en dehors des voies traditionnelles. On organise nos milieux de travail sur des bases égalitaires et autogestionnaires. On aide des travailleuses et travailleurs à récupérer des salaires volés par leur employeur avec notre campagne Réclame ta paye. On va à la rencontre des employés en lutte dans différents secteurs et on leur apporte du soutien. Vous écoutez Action en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, votre émission d'actualité syndicale et de culture militante. Nous sommes le jeudi 7 avril 2016. Mon nom est Camille. Je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, pour commencer cette émission par un bref tour de table, d'abord, Adam, tu vas nous présenter un petit reportage que tu as fait à Montréal-Nord hier soir. Oui, bonjour à tous et à toutes. Hier soir, Montréal-Nord était très chaud. On était allé en solidarité avec certains manifestantes, la famille à Freddy Villanueva. Puis je vais vous revenir là-dessus un peu plus tard. Et Tristan, tu vas nous présenter un reportage sur une action Réclame ta paye. Exactement, puisqu'aujourd'hui c'est une émission spéciale sur le thème de l'action directe. Donc on va parler d'une des actions qu'on mène régulièrement au IWW Montréal. Aussi, on a rencontré Benoît Marsan, qui est historien, donc qui nous a parlé des différents moyens d'action directe qui ont été utilisés par les travailleuses et travailleurs dans l'histoire, et également de quels moyens ont été utilisés par les sans-emploi, et notamment dans les luttes pour le logement. Et pour terminer, on va finir l'émission avec le calendrier des événements importants pour la semaine. Donc, pour commencer, Tristan, tu vas nous parler de la campagne d'action directe Réclame ta paye. Tu as rencontré Louise qui a gagné son Réclame ta paye en mai 2015. Oui, effectivement, en fait, en septembre 2014, Louise, donc qu'on a rencontrée, commence une nouvelle job dans une brasserie du quartier latin, sur la rue Saint-Denis, et dès le départ, c'est compliqué pour elle. J'ai été
engagée grâce à une amie à moi qui travaillait là. J'ai travaillé à peu près un mois. Et en fait, ça se passait pas super bien. J'avais un peu du mal à communiquer avec mon patron, qui était pas souvent là, mais qui checkait souvent de loin et qui me faisait des remarques un peu désagréables. Je sais qu'il en avait parlé avec mon ami, puis qu'il se plaignait du fait que j'étais pas assez charmante. En gros, que je cherchais pas vraiment nécessairement à avoir du pourboire ou des trucs comme ça. Et donc il me reprochait pas mal de trucs, était vraiment désagréable avec moi. Puis en fait un jour j'ai juste découvert que j'étais plus sur l'horaire. Fait que j'ai envoyé un texto à mon patron qui m'a juste viré très sympathiquement et cérémonieusement par texto. Alors un grand classique, viré par texto. À cette annonce, elle vient donc réclamer son dû, un mois de salaire à temps partiel, soit plus de $600. Et c'est là que les problèmes commencent. Donc je suis allée le voir, j'étais un peu énervée évidemment. Je l'ai interrompu dans une rencontre qu'il avait avec je sais pas qui. Et il a été un peu choqué, il n'a pas trop répondu. Il m'a dit oui, bien sûr, je vais t'envoyer ta paye, il n'y a pas de problème, on en a parlé, etc. Donc je suis juste partie. Et il m'a rappelé pour me faire une leçon, me dire que j'étais impolie, puis blablabla, puis que j'étais vraiment insolente, etc. Et qu'il aimait pas être brusqué ou je sais pas trop quoi. Donc je fais bon bah d'accord, j'ai attendu, puis en fait j'ai jamais eu de nouvelles, ce qui fait que j'ai fini par revenir, mais c'était un peu difficile parce qu'évidemment j'avais des mauvais rapports avec lui, puis qui me faisaient comme croire que c'était ma faute, que c'était parce que j'étais insolente, que c'était parce que j'étais une grosse conne qui n'avait pas été capable de garder un job si gentiment offert par un gentil. Son patron lui reproche de ne pas lui avoir fourni son numéro d'assurance sociale dans les temps, puis il laisse aussi entendre qu'elle n'a pas le décompte exact de ses heures, donc il ne peut pas la payer, car elle n'utilisait pas la pointeuse. Or, c'est lui-même qui avait toujours refusé de lui donner une fiche pour la pointeuse, tant qu'elle ne lui aurait pas donné son numéro d'assurance sociale. C'est le cercle vicieux. Louise ne se laisse pas abattre, le relance, mais rien n'y fait. C'est ça, je suis allée le revoir plusieurs fois. Il avait l'air de m'avoir oublié, de plus savoir comment je m'appelais, soi-disant de ne pas avoir reçu mes messages, que je le dérangeais évidemment, etc. Puis éventuellement, je commençais à avoir à me sentir un peu mal à l'aise d'aller le voir puis de le confronter. Mes collègues, malheureusement, qui n'avaient pas nécessairement des bons rapports avec lui non plus, voulaient pas se mouiller à aller le confronter non plus. Ce qui fait qu'au bout de 3-4 mois, j'ai commencé à penser à faire quelque chose, puis j'ai entendu parler des actions de l'IWW, des réclames ta paye, puis c'est ça, on a commencé à faire des procédures. Alors un autre grand classique, l'amnésie. Et oui, son patron avait tout simplement oublié de la payer, il avait oublié son nom, le pauvre, certainement le grand âge. Le problème donc aussi pour Louise, c'est qu'elle est étrangère, elle étudie au Québec, et son patron profite de sa méconnaissance du marché du travail et des conditions d'embauche pour lui remettre la faute dessus, refuser de la payer, et puis finalement l'ignorer comme on l'a entendu. Elle entend parler de la campagne Réclame ta paye et elle prend contact avec nous. J'avais des connaissances qui faisaient partie du syndicat, puis je leur en ai parlé comme ça, parce que j'avais entendu parler du Réclame ta paye par une petite carte trouvée dans mon frigo. Puis donc j'ai juste parlé de ça, je savais pas vraiment ce que c'était, comment ça fonctionnait, etc. J'ai un autre job où je travaillais avec un gars du IWW, puis j'ai commencé à avoir des contacts, etc., à avoir des rencontres, expliquer un peu, c'est ça, tout ce que je viens d'expliquer. Donc j'ai dû faire un espèce de travail d'archivage, retrouver mes notes avec mes horaires, etc., pour pouvoir construire un dossier. On a un peu cherché des informations sur le patron, le lieu, etc., et pour pouvoir contacter le patron puis réclamer, c'est ça, ma paye. Alors suite à ces 2 rencontres avec le syndicat, Louise et les personnes du syndicat qui s'occupent de son dossier, donc ils forment un dossier sur son cas et sur le patron. Ils mettent en place une escalade des moyens de pression avec un échéancier. On a commencé à écrire une lettre
qui était un peu un genre d'ultimatum poli. Donc avec, c'est ça, donc mes heures non payées, la date, les dates auxquelles j'ai travaillé, une explication, le rappel que j'étais venue plusieurs fois l'informer, etc., etc. Donc à ce moment-là, c'est ça, il y a quelques camarades du syndicat qui sont venus avec cette lettre-là le rencontrer, puis pour lui dire, etc. Donc votre ancien employé a fait appel à nos services, puis donc donne-lui sa paye, cher patron. Et c'est ça, il a assez mal réagi. Apparemment, il aurait envoyé un genre de mise en demeure à l'IWW, ce qui en fait suggère qu'il a engagé en fait un ou une avocate à un certain tarif. Il préférait en fait engager un ou une avocate plutôt que de me payer en fait, ce qui est quand même assez aberrant. Ça a été un peu tendu. Alors, dans cette lettre, il y a un ultimatum d'1 semaine avant de passer à un autre moyen de pression. Et comme on va l'entendre, parfois il suffit de demander gentiment. Ça a été un peu tendu, donc là on s'attendait vraiment à ce qu'il n'abdique pas à ce niveau-là. Ce qui fait que on a commencé à se dire bon, on va augmenter les moyens de pression. Puis en fait on lui avait donné un ultimatum, on lui avait donné encore peut-être 1 semaine ou quelques jours. Puis en fait le jour où ça devait se passer, j'ai eu ma paye. Le Réclame ta paye est donc victorieux et Louise dresse un bilan de son action avec le SITT Montréal. Étonnamment, j'ai été contente, mais je pense qu'il faut pas sauter de joie quand on reçoit une paye là. C'est la moindre des choses. En fait, j'aurais bien voulu lui réclamer même un peu de dédommagement là. J'ai même pas osé parce que j'avais juste envie d'avoir cette paye là, puis j'avais besoin de cet argent vraiment en fait. Ce que j'en ai retenu, c'est que ça s'est plutôt bien passé, puis que finalement les patrons abdiquent assez facilement. Ils veulent pas avoir des anarchos sales au cul. Je pense que je le referais si jamais c'était à refaire. Et j'encourage des personnes à au moins, pas nécessairement aller jusqu'au bout, mais au moins s'informer sur les possibilités, sur leurs droits, puis surtout se convaincre que les patrons n'ont absolument pas à cœur leur bien-être et qu'à partir du moment où on est malmené, il faut réagir. Alors on a terminé avec la punchline du jour, les patrons n'ont pas à cœur notre bien-être et à partir du moment où on est malmené, il faut réagir. C'était le mot de la fin, la campagne Réclame ta paye est toujours en cours, vous pouvez nous contacter en tout temps au 438 345 50 46, vous demandez le IWW Montréal. Merci beaucoup, Tristan. C'était un excellent exemple d'action directe qui est possible de faire en dehors, disons, du syndicalisme plus traditionnel, puis qui permet à des gens dans des milieux de travail plus précaires, notamment au niveau de la restauration, du commerce au détail, etc., de réclamer leur dû quand les patrons refusent de leur verser leur salaire. Alors, merci beaucoup pour cette entrevue. Et maintenant, Dan, tu vas nous parler un peu de ce qui s'est passé à Montréal-Nord. Dans quel contexte se situait la manifestation d'hier? Oui, hier, c'était suite au décès de Jean-Pierre Bonny, qui est mort à l'hôpital des suites d'une balle de plastique tirée derrière sa tête à bout portant. On nous dit que c'est une arme qui est habituellement non létale, qui est pas supposée tuer, mais on en a la preuve. Exactement, puis on nous dit que c'est une arme aussi qui est supposée servir à long déploiement, en fait, avec une distance entre l'arme et l'individu. Puis là, il était assez près. Donc, écoutons un peu. Je vais préparer un petit reportage qui va vous permettre de saisir l'ambiance un peu qui régnait dans les rues de Montréal-Nord hier soir. Puis, je vous reviens à la suite. C'est pour ça qu'on est là, debout, en vie, pour crier contre cette injustice. On marche dans le froid, on marche dans le slot, parce que c'est ça, c'est comme ça que le système nous écoute.
Donc, malgré la tempête de neige, l'ambiance était définitivement chaude à Montréal-Nord hier soir. Oui, absolument. Puis, ce qu'on entendait, en fait, c'était des bruits de vitrines fracassées. Il y a également eu des véhicules qui ont été mis en feu, si je me trompe pas. Oui, 7 ou 8 véhicules appartenant à des individus. En fait, ils n'appartenaient pas à la police. 7 ou 8 véhicules enflammés dans les rues de Montréal-Nord hier soir. Une banque, plus le poste de police, le poste de quartier de Montréal-Nord aussi qui a passé. L'anti-émeute a probablement eu l'ordre de ne pas intervenir. Il n'y a eu aucune arrestation, aucune confrontation même avec la police. Quelques projectiles lancés, mais bon, comparé à un mort dans ce quartier, ce n'est rien. Puis, il y avait combien de personnes à peu près qui s'étaient rendues à la manifestation? Près de 200 personnes. Dans un max de 200 personnes, beaucoup de monde du quartier, une belle diversité, de bel élan de solidarité. Là. Le quartier était vraiment debout, tout le monde sur les perrons et une belle communauté, mais beaucoup de monde pleurait le départ de Jean-Pierre Bonny. Puis d'ailleurs, tu as réalisé une entrevue avec un ami de Jean-Pierre Bonny que tu vas probablement nous présenter dans 2 semaines à notre prochaine émission. Exact. Dans 2 semaines, on va faire un reportage plus approfondi sur les événements d'hier soir. Qui, d'après moi, ne vont pas rester là. Parfait. Donc, on a bien hâte d'entendre ça, Adam. Merci beaucoup. Et on va se quitter pour une pause musicale. On sera de retour ensuite avec une entrevue qu'on a enregistrée avec Benoît Marsan, qui est historien, qui nous a parlé des moyens d'action utilisés par les travailleurs et travailleuses dans l'histoire au Québec. Find out who is the real revolutionary. Bob hit the nail on the head when he fell on his deathbed. The streets ran red with blood, sweat, and tears. It was too many years for liberation, colonization, enslaving the whole nation. Cecil stole that call that Rhodesia. Too many white folks catching amnesia. How convenient, history is not an agreement. I guess it's based on how you see it. Nah, but wrong. You got me right, we gotta fight. It's related to Africa. Africa's our land, the future's in our hands. Now here's a list of our demands. Reparations for what you stole. The people, the land, the diamonds, the gold. Stop the bombing us, Leo Coons, Uncle Tom and us, selling us your empty promises. The economists propagandizing what time it is. Fuck that digital shit. Back up off our nuts a little bit and let's take it back to the futuristic. I testify as a material witness. These motherfuckers is too sadistic. If you got some melanin, you can get with this. X that, if you hear this, that's the business. Africa, the rightful land up with forefather. Was stolen away by thief and robber. The king feed will and take away the silver. They take away the woman, but not the culture. You take a little thing, black man a fight for. We want back the land that we forefather. Christopher Columbus was a rascal liar. To be quite precise, he was a friggin' robber. Soon we'll find out who is the real revolutionary. Kwame Nkrumah, Sekou Toure, Thomas Sankara, the leaders of tomorrow, the future Garvey, the future Lumumba, the future Biko, the future heroes. Let's celebrate a free Zimbabwe. We doing it our way, a national holiday. No more imperialism. Not today. Fuck the IMF, fuck the World Bank. United States of Africa, not African. You think I'm dumb? I know where I'm from, the continent. I ain't claiming no block. You got me bent. I meant what I said and said what I meant. Obama ain't my president. That's just white power in the black face. This about liberation, not race. The signs are all around us. The writings a bit weird. You know this what to look for. The message will be clear. The read between the lines and pick the sense from nonsense. No be fooled by the lies, politics, and false pretense. Mental slavery keeps us blinded. Lies block the truth. To stop collaborating, they divide us into groups. Racialism, prejudice, sexism, to name a few. Unity is strength, so they divide us and rule. But them and them a move so illegal. Them kill the innocent over the island in diesel. Them wicked and deceitful, and I go on like them regal. People them is inevitable. We tell you say we wanna be free. Get to youth free. Get to youth free from the mental slavery. Get to your youth, we wanna be free. Free, free. Fight for your rights and your liberty.
C'était Real Revolutionaries de Dead Press N et M1. Donc, vous êtes toujours à l'écoute d'Action en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM. Et donc, maintenant, pour poursuivre, on a rencontré Benoît Marsan, qui est historien, en fait étudiant en histoire au doctorat à l'UQAM, qui est également chargé de cours à l'UQAM, qui a écrit un livre sur l'histoire des luttes des sans-emploi durant la crise des années 30. Donc, battez-vous, ne vous laissez pas affamer. Donc, c'est Adam et moi qui l'avons rencontré. Alors, on lui a demandé un peu c'était quoi les différents moyens d'action directe qui avaient été utilisés par les travailleurs et travailleuses dans l'histoire au Québec en particulier. Donc, il a commencé par nous expliquer un peu au 19e siècle quels étaient les moyens d'action utilisés par la classe ouvrière et comment ça puisait ses racines, au fond, jusqu'au 18e siècle. Ben, en fait, il faut voir les formes que d'action vont prendre. C'est cela que Charles Tilly, entre autres, là, qui a étudié là, les répertoires d'action collective là, à travers plusieurs ouvrages, une bonne partie de son œuvre, qui identifiait là, principalement là, deux types de répertoires, dont un qui est plus issu du 18e siècle, qui est plus issu avec les formes là, d'organisation sociale là, qu'on pourrait dire d'ancien régime là, pour faire simple, et un autre type de répertoire qui va se transformer là, au cours du 19e siècle là, avec l'avènement là, du capitalisme. La violence, puis l'action, ce qu'on appelle la violence, l'action directe va être plus ancrée autour là, du répertoire qui va émerger du 19e siècle. Donc souvent aussi ces actions-là, violentes ou plus directes, vont plutôt mettre en relief là, les actions qui sont à l'origine non violentes. Comme mettons, si on a un rassemblement et là on empêche par la répression le rassemblement de se tenir, et c'est là qu'on va peut-être passer à des moyens plus musclés. Mais à l'origine, le fait de passer à des moyens plus musclés, c'est pas l'intention de base. L'intention de base, c'est une action qui était à l'origine non violente, mais face à l'action des autorités, ben là c'est là qu'on va souvent changer, puis on va essayer de de changer la donne, puis d'amener là, des formes qui vont être autres, parce qu'on va se faire empêcher de pouvoir tenir spontanément le type d'action qu'on voulait tenir à l'origine. Si on regarde, mettons par exemple au Québec, ça va peut-être illustrer, si on regarde là, des différents conflits au 19e siècle, on a une grève importante qui va se dérouler là, par exemple sur les canaux Beauharnois, la Chine, entre autres en 1843. Donc on va avoir assisté à des grèves. Une grève aussi qu'il faut être menée majoritairement par des travailleurs immigrants, donc d'origine irlandaise. Et là, on va avoir un type d'action. Souvent, on n'a pas de syndicat à cette époque-là, donc les actions vont être plutôt spontanées, sont pas concertées. On va recourir à l'émeute, à la grève, mais ça ne sera pas une grève qui va être planifiée, qu'il faut être soudaine, qui va être spontanée. On va utiliser aussi, on va procéder à certains types d'actions qu'on peut retrouver là, dans un répertoire du 18e siècle, plus comme le charivari. C'est des formes de protestation qui, à l'origine, qui sont pas nécessairement politiques. C'est en fait des façons un peu ludiques, mais des fois, vous pouvez prendre des tournures quand même relativement violentes, de rétablir l'ordre normal des choses dans la communauté. Souvent, on va entreprendre des charivaris où les gens, par exemple, vont de nuit se déguiser, vont aller faire un tohu, en anglais on appelle ça rough music, le charivari. Donc on va faire une mise en scène là, pour punir en fait, puis punir la personne et montrer qu'elle n'a pas respecté les règles là, de la communauté. Et c'est dans ce genre d'action-là qu'on va essayer de créer une espèce d'équilibre, puis de mettre ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Quand les choses ne sont pas jugées acceptables par la communauté, ben on va entreprendre un charivari par une personne. Et là, le charivari, on va utiliser encore les formes, mais pour des desseins politiques. Et ça, on va voir ça appliqué dans le cadre des rébellions. Donc. Mais on va donner des objectifs qui seront plus de nature morale, mais qui vont être de nature politique. Et donc là, on va avoir déjà là, une conscience aussi de classe qui va être un petit peu plus diffuse, mais qui va se transformer là, au cours des années. Donc dans ce genre de contexte-là, on va avoir certains types d'actions qu'on va mettre en relief, qui vont être en quelque part à mi-chemin entre ce qu'on va voir émerger au 19e siècle, mais qui vont aussi recourir à des traditions là, qu'on va avoir au 18e. Des parades, de la musique, les charivaris. Donc une espèce de mise en scène là, qui est héritée un peu des traditions là, de protestation populaire du Moyen Âge, on pourrait dire. Alors, on va voir aussi ce genre de forme d'action là aussi
par exemple pendant les rébellions de 1837. Donc au 20e. Donc, c'était Benoît Marsan qui commentait les différentes actions utilisées par la classe ouvrière au 19e siècle. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que tout ça, ça puise finalement dans des traditions populaires qui sont déjà ancrées dès le 18e siècle, en fait. Tout à fait. Puis, ce qui est intéressant dans le cadre du Québec aussi, on peut le constater, c'est que le Québec, c'est un pays fondé sur la colonisation et du coup le multiculturalisme. Et j'ai l'impression qu'il y a plein d'expériences militantes qui se sont croisées lors de la fondation du Québec. Puis, il nous parle de répertoire d'action collective mis en lumière par l'auteur Charles Tilly, et je trouve ça intéressant de voir aujourd'hui ce que ce mélange des genres, ce que ce croisement des expériences militantes a pu donner dans le Québec moderne, où le répertoire d'action collective est unique en fait, par rapport à la France ou au monde plus anglo. Aurais-tu des exemples de ça? Oui. Par exemple, dans les... Je sais pas, la tradition des vigiles n'existe pas du tout dans la France que je connais. Okay. Pour moi, ça c'est un truc anglo de se recueillir, alors que les formes de manifestation que j'ai plus l'habitude de voir, plus traditionnelles. Je sais pas, j'ai pas d'exemple. Ça va me venir en cours de route comme ça, mais. Puis justement, quand Benoît parlait des charivaris, ça me faisait penser à une manifestation qu'il y avait eu en 2012 pendant la grève étudiante, la grande mascarade, où tout le monde s'était costumé, masqué, etc. Puis c'était assez festif comme ambiance, autant que c'était combatif. Puis ça me faisait penser aussi à l'action qu'il y avait eu de la part des étudiants et étudiantes employés de l'UQAM qui étaient en grève depuis un bon moment, qui se sont présentés de soir, là, à la tombée de la nuit, devant chez le recteur. Je pense que... Oui, directement à Deux-Montagnes, devant sa maison personnelle. Oui, donc pour faire du boucan pendant la soirée. Là. Oui, pendant que monsieur écoutait 30 vies. Faut le faire quand même. C'est tout. Il y a tout derrière le charivari, l'idée du charivari, il y a toute l'idée du carnaval, du grotesque, de l'absurde. Puis il y a plein d'exemples comme ça. Les marches de zombies, dont certaines peuvent être parfois militantes, comme on l'a vu au printemps 2015 à l'Université du Québec à Montréal. Marche de zombies qui avait été organisée. On peut penser aux manifs tout nus aussi, où on montre le grotesque de la... Du corps de chacun qui sont juste là pour manifester, pour s'exprimer. Voilà, il y a plein de choses comme ça intéressantes. Donc, on va poursuivre avec le second extrait dans lequel Benoît nous explique un peu ça a été quoi par la suite les différentes actions utilisées au 20e siècle. Donc, au 20e siècle, on va mettre en place une série aussi d'un éventail d'actions qui vont varier. On pourrait voir aussi la grève qui est souvent l'aboutissement ultime de cette action-là. Mais il y a d'autres actions aussi puis qui peuvent paraître anodines, mais qu'on peut aussi observer, qui soient, briser, diminuer les cadences, effectuer du sabotage, l'absentéisme aussi du 19e siècle, ça va être un problème assez important. Je pense que ça paraît pas, mais pour quiconque qui a travaillé aussi spontanément dans n'importe quel milieu de travail, même aujourd'hui, c'est le genre de choses qu'on voit encore. C'est sûr que c'est pas aussi explicite qu'une grève, mais c'est quelque chose qui se fait encore. Ralentir les cadences aussi pour les gens qui travaillent dans des milieux à la chaîne. Donc, on va avoir ce type d'action-là. On va avoir des actions plus spectaculaires, telles la grève. Et là, après ça va dépendre des moments. Si on regarde aussi à partir du moment où que les relations de travail viennent de plus en plus codifiées, encadrées, et qu'on va aussi avoir la présence aussi de plus en plus reconnue d'un syndicat, c'est sûr que ça aussi, ça va avoir tendance à changer la donne. Bien entendu, là, on va avoir des actions souvent qui vont amener plus à la violence ou à l'action directe, justement, parce que le fait de vouloir se réunir, négocier collectivement, à l'origine, on s'entend que c'est pas quelque chose de violent. Mais comme on va empêcher cette chose-là de se produire, on va avoir recourir à des moyens qui vont être plus musclés. Donc, on va avoir une pacification de ces actions-là avec suite à la Deuxième Guerre mondiale, à partir du moment où on va avoir une reconnaissance de plus en plus, entre autres au Québec, là, avec la loi des relations ouvrières de, si je me trompe pas, 1944,
Donc là, on va pacifier effectivement les moyens d'action puis les relations de travail. Par contre, c'est pas un absolu. Hein, si on regarde en contrepartie dans les années 60, plutôt si on va jusqu'au début des années 70, on va avoir quand même des mouvements qui vont sortir de ce cadre-là plus formel, plus encadré. Donc en fait, ce mouvement-là, qu'on va avoir un mouvement de grève sauvage qu'on va avoir aux États-Unis, au Canada et aussi au Québec là, à partir du milieu des années 60, va à la fois remettre en question le mode d'organisation syndicale, hein, puis la négociation. L'encadrement aussi de la grève. Donc, on va s'attaquer à la fois aux patrons, à la fois à l'État, puis à la fois aux dirigeants syndicaux, puis au cadre syndical en place. Et là, on va recourir à des actions qui vont être beaucoup plus violentes, radicales et musclées. Par exemple, on va s'attaquer aux voitures des patrons ou des contremaîtres. On va y aller avec les cocktails Molotov. On va séquestrer des représentants syndicaux jusqu'à temps qu'on obtienne ce qu'on veut ou du moins qu'ils tiennent la même ligne, etc. Donc là, on va tomber dans un autre range d'action qui va justement contester cette pacification-là des relations de travail. Donc si on regarde, là, on va avoir défié, entre autres, les injonctions, on va entreprendre des grèves illégales de façon massive. Par exemple, on va avoir au Québec, en l'été, puis au printemps 66, on va avoir la grève au port de Montréal, Trois-Rivières, Québec, ou en 69, avec la Murray Hill, puis le mouvement de libération du taxi. Ça, c'est des exemples. On va avoir aussi des actions plutôt costaudes et musclées dans le cadre, par exemple, de la grève de la United Aircraft en 72 jusqu'en 74, etc. Donc, dans ces contextes-là, on va avoir recours à des actions qui vont être beaucoup plus musclés, qui vont reprendre le flambeau de ce qu'on menait comme type d'action avant la reconnaissance syndicale, parce que justement, on va contester ce nouveau cadre d'action ouvrière. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que finalement, tout l'encadrement légal du syndicalisme là, et des grèves va mener à une certaine pacification des luttes syndicales et vraiment restreindre le droit de grève que les travailleurs et travailleuses avaient jusque-là. Parce que pendant plusieurs décennies, en fait, il y a eu de nombreuses luttes pour faire reconnaître les syndicats, pour faire reconnaître le droit de grève, pour faire reconnaître la négociation collective. Mais à partir du moment où ça s'est donné par le gouvernement, ça se fait au prix vraiment de différentes contraintes au niveau du droit de grève. Donc, par exemple, le fait que les travailleurs et travailleuses puissent seulement désormais faire la grève durant les périodes de négociation collective et pas en dehors de ces périodes-là, ben c'est sûr que ça va limiter beaucoup la combativité de ces différents mouvements-là. Et à partir du moment où on peut plus faire la grève, ben la plupart des actions, que ce soit les moyens de pression, les différentes actions directes et la grève également, donc tout ça, ça devient illégal finalement. Bah, tout à fait, c'est un peu le paradoxe de l'institutionnalisation, comme le racontait Benoît, qui a donné aux syndicats au Canada et en particulier au Québec une stabilité, notamment financière, mais aussi qui a donné un cadre, puis qui dit cadre dit limite, et des limites à ne pas franchir, mais j'ai l'impression que c'est un peu notre leitmotiv au IWW Montréal, parce que au syndicat industriel des travailleurs et travailleuses en général, parce que très souvent la difficulté de sortir de ces cadres, elle est invoquée peut-être un peu comme une excuse pour pas agir, je pense, de la part des grosses centrales syndicales. Puis il n'y a pas d'excuse pour pas agir. On l'a vu, les femmes et les hommes, ils agissent depuis le Moyen-Âge pour faire respecter leurs droits. Puis donc il n'y a pas d'excuse et il faut construire pour dépasser ces cadres-là, il faut construire une mentalité. Puis je pense que c'est à ce à quoi on s'attelle au quotidien. Exact. Moi, j'ai comme l'impression que c'était comme un nouveau niveau d'autorité sur les travailleurs et travailleuses, en fait. Ce cadre donné-là de non-intervention, tu peux pas faire un peu ce que tu veux, t'es déjà trop encadré par ton propre syndicat. Des fois, c'est limitant. Mais on peut se demander si c'était un si bon deal que ça. Après, effectivement, nous, on a 30 ans de recul, donc c'est un petit peu facile. Mais toujours l'idée de peser le pour et le contre, de se réinventer, comme on le dit très souvent dans cette émission. Puis d'ailleurs, ça pose la question de tout le poids des injonctions. Donc, Benoît nous a un peu entretenu là-dessus pour terminer son entrevue. Rendu aujourd'hui, on est dans un cadre assez pacifié des relations de travail. Il faut voir qu'il y a eu
de nombreuses lois anti-ouvrières là, qui ont été mises en place au Québec et au Canada d'un nouveau genre, hein, parce qu'on vit quand même dans un cadre aussi où que depuis l'instauration du salariat, la société capitaliste, où on s'entend que les lois généralement ne sont pas en faveur des travailleurs-travailleuses. Mais là, on va être dans un autre cadre où justement on va nier carrément la négociation collective. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que au lieu de justement de se retrouver dans un processus de disruption vu qu'on impose des nouvelles conditions, plutôt ce qu'on va avoir, c'est intégrer ces nouvelles formes de négociation de l'action syndicale, hein, qui sont excessivement pacifiées, et à partir du moment où que ça fait pas l'affaire, notamment surtout dans le secteur public, on va recourir, ça fait pas l'affaire de la partie patronale, recourir à des lois spéciales qui, à part au niveau juridique et pour la forme, vont ne pas être contestées là, dans les faits là, au quotidien. Si on regarde là, les événements récents, la menace là, de lois spéciales éventuelles, hein, ça a certainement eu une pression assez importante dans les dernières négociations du secteur public, et on a eu aussi l'effet là, avec les profs de cégep pour le 1er mai là, 2015, donc la menace hein, de rendre illégale cette journée de grève-là pesait lourd aussi dans la volonté de vouloir poursuivre ou pas là, cette grève. Donc, paradoxalement, ce qu'on voit, c'est oui, un droit de grève qui est octroyé légalement, mais en parallèle à ça, de plus en plus, on va voir des lois spéciales, des injonctions qui vont finalement viser à réduire l'impact du moyen d'action le plus important pour les travailleurs et travailleuses. Et ça, que ce soit dans le secteur public, on l'a vu par exemple avec les postiers postières sous le gouvernement Harper, dont les conditions de travail ont été dictées finalement. Et également dans le secteur privé, on l'a vu dans différents conflits, notamment à Air Canada récemment. Donc, c'est plus seulement au nom des services essentiels, mais ça va être toute activité qui va entraver l'économie. Puis, au final, c'est un peu ça le but d'une grève, c'est d'entraver l'économie. Puis à partir du moment où il y a un gouvernement qui va intervenir pour empêcher ce droit de grève-là, ben ça devient assez problématique. Il y a un vieux slogan qui dit « Nous n'aurons que ce que nous saurons prendre ». Et puis on peut rajouter à ça « et pas ce qu'on nous donne ». Et effectivement, je pense qu'il y a pas mal de justesse là-dedans. Tantôt, la personne qu'on vient d'entendre nous parlait du mouvement de libération du taxi au tournant des années 70 qui a mobilisé les chauffeurs de taxi qui n'avaient pas de syndicat, qu'en n'ont pas vraiment toujours d'ailleurs, mais j'ai trouvé ça intéressant cet exemple. J'ai eu l'occasion de faire un travail de recherche sur ce sujet, puis ça donne une idée de comment on peut, enfin une idée de solution, de comment on peut construire une lutte en menant un escalade des moyens de pression, faire en sorte que les gens quittent cette peur qu'on peut avoir d'agir, parce que je reviens un tout petit peu en arrière, il nous parlait d'action directe, donc qui est différente de l'action symbolique, et qui est pas forcément violente en fait, qui peut aller d'écrire une lettre, comme on l'a vu dans mon premier reportage avec le réclame ta paye mené par Louise, jusqu'à faire une émeute, comme on l'a vu dans le second reportage fait par Adam hier soir à Montréal-Nord. Puis le mouvement de libération du taxi avait très très bien compris ça, il a mobilisé des gens qui n'étaient pas organisés dans un syndicat, qui n'étaient pas forcément des gens très éduqués aussi. Et puis il a commencé par faire des enquêtes ouvrières, produire des journaux, ensuite ça a été envoyer des lettres à la mairie, des lettres de protestation, faire des manifestations, ensuite des blocages. Puis ça s'est terminé par un saccage de l'aéroport Trudeau, je pense en 71 ou 72. Puis ça se fait en à peine quelques mois, quelques années. Donc je trouve ça intéressant. Je pense qu'en ayant des stratégies claires, on peut garder notre monde et braver cette peur d'agir. Donc, finalement, on voit que les actions directes, ça se limite pas aux petits moyens de pression, ça se limite pas à la grève non plus. Donc, il y a tout un registre d'actions directes qu'on peut utiliser, qu'on soit syndiqué ou non, qu'on soit étudiant, étudiante, travailleur, travailleuse, ou même au chômage. D'ailleurs, parlant des sans-emploi, au retour de la pause, on avait une autre entrevue avec Benoît Marsan qui nous a cette fois entretenu sur les différentes luttes des sans-emploi, notamment sur les questions du logement. Donc, Benoît Marsan, qui on rappelle, est historien au doctorat et chargé de cours à l'UQAM. Donc, on va se quitter pour une pause musicale. Ensuite, on va être de retour avec la suite de cette entrevue.
no me la tendrás que preparar el contraataque. Lucho por la libertad. Sí, sé que peleamos, sé que luchamos, sueño con la libertad. Yeah, yanquis afuera, no a la guerra, te digo. Lucho por la libertad. Sí, no me la tendrás que. If you are independent, igual chica, grita. Pop your peace signs 3 times, grita. Brush your shoulders and you pop your collar, mama. Keep them hustle tight and clock them dollars. Traigo función de canción, my flow's building fever. This fibra for my words, but feed all of Lima. This Libra could heat up and speed out a cheetah. Beat out the queen, la please my recita. No te necesita, fuerte a vista. No me denienten si no tienen chima. Keep up or keep up, he's up or he's out. Latina, chief of this beat now. If you a freedom fighter, real rider, organizer, young Lord Panther type 3 times. If you a freedom fighter, real rider, organizer, young Lord Panther type 3 times. Sueño con la sí, no me la tendrás que preparar el contraataque. Lucho por la sí, sé que peleamos, sé que luchamos, sueño con la yeah, yanquis afuera, no a la guerra, te digo. Lucho por la sí, no me la tendrás que. See my fever for my freedom got me feeling so risky. Pigs tryna shoot me and I hope they miss me. I flow Mississippi, north to Chicago. I am a threat, a Latino educado. No un tecato, a vato with vernacular. I am spectacular, immigrant natural. My crew is so dope, my traffic is international. Don't believe the news, it is not factual. My pistols and Mercedes, mistaken identity. False messiahs frosting fresh like that is the remedy. Revolution in the pedigree of every pedestrian. A legal alien, but not an extraterrestrial. Sueño con la sí, no me la tendrás que preparar el contraataque. Lucho por la sí, sé que peleamos. C'était Libertad de Rebel Diaz. Vous êtes toujours à l'écoute d'Action en direct, votre émission d'actualité syndicale et de culture militante sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM. Alors, nous sommes de retour avec un segment maintenant, toujours une entrevue avec Benoît Marsan, qui est historien, sur les luttes des sans-emploi et notamment sur la question du logement. Donc, on vous laisse écouter ça. Oui, effectivement, on peut voir, souvent on a eu tendance à étudier historiquement plus les actions qui vont se mener sur les lieux de travail. Mais bon, l'historiographie, là, quand même, à partir des années 60, va faire un effort là, pour travailler sur les luttes qui vont être entreprises aussi à l'extérieur des lieux de travail. Les sans-emploi à ce compte-là sont des bons exemples. Si on prend par exemple ici dans les années 20, les années 30, où on va, bien entendu, les premières actions de sans-emploi à Montréal, on peut retracer jusqu'à 1875, dans la suite de la Grande Dépression de 1873, mais où qu'on va avoir une augmentation là, significative de cette action-là. Ça va se passer là, dans l'entre-deux-guerres surtout, et encore plus là, durant la Grande Dépression, donc dans les années 30. Donc, bien entendu, les sans-emploi, vu qu'ils n'ont pas d'emploi, vont mener des actions qui vont déborder, qui seront pas sur les lieux de travail. Donc, bien entendu, on va recourir à certaines formes d'action qui vont être empruntées aussi aux travailleurs et aux travailleuses, notamment les sans-emploi qui vont être engagés sur les chantiers de travaux publics, vont faire grève quand ils n'auront pas satisfaction de leurs revendications. Il va y avoir une grève là, importante là, en 34-35 là, à la Chine, une autre à Montréal-Nord, entre autres, sur les travaux publics, où on veut revendiquer le meilleur traitement, plus de charbon, que les sans-emploi malades sur les travaux ne soient pas pénalisés, etc. Donc, c'est le type de revendication aussi qu'on va amener. On va aussi, bien entendu, recourir à des assemblées publiques. On va devoir lutter aussi pour le droit de rassemblement dans l'espace public, ce qui est et c'est souvent là aussi ça va virer à des affrontements. C'est à partir du moment où on va refuser aux sans-emploi de pouvoir se rencontrer publiquement dans les grands espaces publics de la ville. Et d'autres types d'actions aussi, tantôt j'en parlais, mais qui paraissent peut-être plus anodines, comme le vol de travail ou l'absentéisme, etc. Mais on va avoir aussi ces formes-là qui vont être plus individuelles. Chez les sans-emploi, par exemple, voler du charbon,
sur le bord des dépôts de locomotives ou sur le bord des chemins de fer. À la campagne, on va souvent aller voler du bois sur le terrain des plus riches propriétaires à côté pour pouvoir se chauffer. De la petite criminalité, du petit vol dans les commerces. On va aussi détourner les compteurs d'électricité et de gaz, par exemple, refuser de payer la taxe d'eau. Donc ça, c'est d'autres types d'actions aussi qui vont être entrepris, qui entourent plus la question de la consommation du ménage et du lieu d'habitation, mais qui néanmoins vont être certaines formes de résistance qui vont être mises en place, qui sont bien entendu pas aussi spectaculaires qu'une grève ou une manifestation, mais qui vont faire partie de petites résistances au quotidien des sans-emploi. Ce qui va être intéressant aussi, si on fait un certain parallèle, c'est un petit peu la même chose avec les syndicats. On va voir le Piven Fox et Cloward aux États-Unis qui vont expliquer comment que les mouvements de sans-emploi vont finir par être désarmés à une certaine période dans les années 30, mais c'est à partir du moment où ces organisations-là vont se constituer de façon officielle, cadrée, normée, et qu'il faut avoir des représentants qui vont négocier officiellement avec les administrations publiques ou l'État. Et c'est dans ce contexte-là aussi que les mouvements de sans-emploi vont perdre leur force et leur pouvoir de transformer les choses à partir du moment où justement vont être encadrés, il va y avoir des gens qui vont parler en leur nom, et qui vont finalement diminuer la potentialité de disruption de leurs actions. Et c'est là qu'on la donne aussi va changer, ou qu'on va avoir aussi une domestication du mouvement des sans-emploi à partir de la moitié des années 30 aux États-Unis notamment. Donc il y a des parallèles aussi qu'on peut tracer, qu'on peut faire entre ça. C'est aussi quand c'est cadré, normé, ce qui est acceptable ou pas acceptable en termes de négociation, en termes d'action, que ce soit chez les sans-emploi, que ce soit chez les travailleurs, travailleuses, comment que la grève, comment l'action collective devrait se mener. C'est sûr que ça change pas mal le potentiel et la dynamique et ce qu'on est capable d'obtenir par la suite par les actions. Et c'est sûr que ça évolue dans le temps, et une action ou une grève au 19e siècle, au début du 20e siècle, on se posait pas la question si on avait le droit de faire grève. On exerçait la grève, on vivait la grève. Maintenant, on est dans une question de droit, donc la grève en soi, ça n'a pas le même rapport, le même impact qu'on pouvait voir à l'époque. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que notre grève est légale ou illégale? Est-ce qu'on a le droit de la faire ou on n'a pas le droit de la faire? Donc, ce qui fait qu'en soi, faire grève devient un gros questionnement, un gros débat qui se posait pas nécessairement à une certaine époque. Donc, il faut voir ces formes d'action-là, que ce soit chez les sans-emploi, que ce soit chez les travailleurs, que ce soit à travers l'action syndicale, l'action qui se passe en dehors des lieux de travail, va évoluer, va dépendre d'un contexte, va dépendre de certains rapports de force. Donc, à travers le temps, on a une évolution, une transformation, que ce soit pour le meilleur, pour le pire. Mais il faut voir que faire une action, faire une manifestation, faire de l'action directe, que ce soit au 19e, que ce soit au début du 20e, que ce soit dans les années 60, que ce soit maintenant, c'est pas tout le temps la même résultante, la même forme que ça prend. Et donc là, il faut voir, c'est le fun des fois on peut idéaliser, voir dans le temps ça se passait d'une telle façon, mais il faut voir qu'il y a une certaine complexité, puis il y a certains paramètres, certaines données qui font que les choses des fois font pas la même impact, la même importance, ou du moins ça. Mais non, mais il faut voir que c'est ça, les actions à travers le temps nécessitent pas nécessairement la même réflexion, ou vont pas s'organiser dans les mêmes paramètres ou avoir les mêmes impacts. On a par la suite demandé à Benoît un exemple de lutte qu'il y avait eu de la part des sans-emploi, notamment sur la question du logement. Donc ici, pour donner concrètement le plus au niveau des sans-emploi, qu'est-ce qu'on va faire, quand je parlais tantôt de la question par rapport à l'habitat, donc les luttes alentour des conditions soit de consommation ou de vie des ménages, on va avoir une lutte importante contre les évictions à Montréal au milieu des années 33 à 35 plus spécifiquement, et on va notamment au cœur du quartier juif de l'époque, donc au coin de la rue Saint-Dominique
et des pins dans ce coin-là. Je sais plus si c'est des pins, mais en tout cas dans le quadrilatère, peut-être un petit peu plus au nord, on va avoir une famille, un couple d'Ukrainiens donc qui vont être expulsés de leur logement. Et cette famille-là va avoir des nombreux chambreurs, dont anciennement un dénommé Nick Zinchuk, qui est un chômeur du Canadien Pacifique, d'origine polonaise, donc qui était chambreur, il avait laissé encore ces effets-là. Et au moment, donc on est en mars 1933, et au moment où on tente d'expulser la famille, il y a une espèce de lien de solidarité à l'époque, souvent quand on essayait d'expulser les familles comme ça, on s'organisait, quand les huissiers sortaient le mobilier, on leur rentrait, puis bon, on jouait au chat et la souris un peu comme ça, jusqu'à temps que la police intervienne. Dans certains cas, on réussit à gagner un peu de temps, dans d'autres non, pour les locataires. Et de cet événement-là, donc en mars 33, mal viré, donc on a un dénommé Zappa, donc pas Frank Zappa, mais Joseph, je pense que c'est Joseph Zappa, policier de la ville de Montréal, qui va abattre Nick Zinchuk d'une balle dans le dos. Donc dans le cadre d'une action là, pour éviter une éviction, une action qui était quand même assez importante parce que le voisinage s'est mobilisé. Donc on est dans un quartier là à l'époque qui est très militant, beaucoup de communautés issues d'Europe centrale, Europe de l'Est, d'origine juive, qui sont dans le quartier. Donc on va avoir 2000 résidents du quartier qui vont essayer d'empêcher l'éviction. Et dans le tumulte, Nick Zinchuk va être abattu là, d'une balle dans le dos par le policier, qui va être exonéré de son crime. Et là, le Parti communiste du Canada va profiter de l'occasion pour essayer de faire un mouvement pour les locataires aussi, là, de se servir de la mort de Zinchuk comme martyr de la cause. Donc on va organiser des funérailles rouges à Montréal, donc une semaine plus tard, où tout dépendant des chiffres, là, on va avoir entre 20 000 et 30 000 personnes qui vont défiler, notamment en chantant l'International avec la fanfare, etc. Mais la cortège n'ira pas bien loin car les policiers de la ville de Montréal vont charger la foule pour interrompre. Mais c'est le genre de moment là, qui pouvait prendre là, une certaine tournure, qui avait aussi des connotations à la fois, là, bien entendu, en rapport avec les chômeurs, par rapport aux questions de logement, mais aussi là, comment on identifiait de la part des autorités les communautés ethniques à Montréal, qu'on faisait une association assez facile là, souvent entre ces communautés-là, la peur du communisme et l'insurrection rampante à Montréal. Donc quand c'est dans ce contexte-là, souvent aussi que les mobilisations de chômeurs faisaient l'objet d'une répression menée par les forces de l'ordre et l'État là, au nom de la lutte contre le communisme. Donc c'est dans cette période-là qu'on va voir là, ce type d'action-là, qu'on va avoir même un mort à Montréal. Donc les questions de lutte pour le logement vont être importantes. Là, on va avoir un cas assez plus dramatique, mais ce genre d'action de bloquer, empêcher les évictions ou rentrer le mobilier ou même aller prendre le contrôle des enchères quand il va y avoir des liquidations de biens là, de locataires qui sont en arriérage de payer, qui ont été saisis par le huissier. Donc on va aller prendre le contrôle notamment de la vente aux enchères, imposer un prix pour pouvoir acheter le mobilier, pour le redonner à la famille. Donc c'est le genre d'actions de solidarité qui vont se passer plus à l'échelle là, des quartiers à Montréal et qui vont aussi avoir lieu là, dans les différentes là, communautés pour défendre le droit au logement. Donc, c'était Benoît Marsan, historien. Si le sujet vous intéresse, il y a toujours son livre qui est disponible. Battez-vous, ne vous laissez pas affamer chez M Éditeur. Et maintenant, on va directement enchaîner avec le calendrier, Adam. Oui, c'est maintenant l'heure de votre calendrier militant bimensuel. Donc, jeudi, aujourd'hui, à 1h à l'UQAM, manifestation anniversaire festive contre les arrestations de l'année passée. Le 8 avril, vendredi cette semaine, la maison de disques Dure Réalité organise une soirée d'humour avec Fred Dubé. C'est au pub Brouhaha, 5860 avenue Delorimier. Le dimanche, le 10 avril, dans la fin de semaine, le show collectif Stompin' Trees au Fatal, à ne pas manquer. Vendredi 15 avril, semaine suivante, manifestation de la coalition 15 $ de l'heure au métro Jean Talon pour exiger 15 $ de l'heure, 5 semaines de vacances et 7 journées de maladie payées. Et finalement, samedi le 16 avril, au Yermad, c'est les 30 ans de photos militantes. Donc, belle exposition dans notre pub préféré.
Merci beaucoup pour ce calendrier. Et maintenant, on va faire un bref tour de table. Moi, je voulais juste rappeler que la campagne Réclame ta paye est toujours active. Vous pouvez donc nous joindre au 438 345 50 46 pour en profiter. On va également rappeler nos coordonnées. Donc, il y a notre page Facebook, facebook.com/action en direct, sur laquelle on va diffuser l'émission directement de notre chaîne YouTube. Il y a également notre courriel actionendirect@commercialgmail.com. Donc, s'il y a des sujets dont vous aimeriez qu'on parle, si vous vivez une situation à votre travail ou que vous aimeriez réaliser une entrevue, vous pouvez toujours nous écrire. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour une émission qui va probablement porter sur le 1er mai. Donc, on va maintenant se quitter et à dans 2 semaines. Vous êtes mécontent de votre condition d'ouvrier, j'imagine. Ah oui, c'est que les cadences sont déjà trop fortes, les salaires sont pas assez élevés pour ce qu'on travaille. On est des militants syndicaux, je veux dire, c'est rien que ça qu'on a à faire. Ça veut dire c'est une chose qu'on doit faire, je veux dire. Tu savais pas